Bonjour. Le sujet La marche vers la guerre est suffisamment anxiogène pour laisser libre cours à toute une série d'interprétations, de spéculations. Je voudrais donc commencer par quelques précisions ou encore mises en garde. Il est impossible, à mon avis, de prédire l'avenir en partant de la mine assez rebutante des Trump, Macron, Poutine ou autres. Il vaut mieux éviter la discussion Café du commerce qui résumerait la situation à la folie de ces quelques chefs d'État ou encore dictateurs. On peut se contenter, je crois, de souligner la trajectoire en tentant de dégager les traits caractéristiques de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Partant de là, sans garantie de ne pas me tromper, et j'oserais même dire en espérant me tromper sérieusement, je pense que le risque qui est devant nous est tout de même assez grand. Partons de données chiffrées et de déclarations revendiquées par leurs auteurs. Pas un jour ne se passe sans de nouveaux conflits, de nouvelles guerres ou une progression de la militarisation de l'économie et de la société. Dans le journal 20 minutes du 8 septembre, on peut lire « La France a écoulé pour 21,6 milliards d'euros d'armement en 2024, réalisant ainsi sa deuxième meilleure performance historique à la faveur d'un contexte international qui pousse les pays européens à se réarmer. Les services secrets allemands, quant à eux, indiquent « Il existe une possible confrontation militaire directe entre la Russie et l'OTAN d'ici 2029. » Pour l'Union européenne, c'est Ursula von der Leyen qui embraye. « Nous serons prêts en 2030, dit-elle. » Le chef d'état-major des armées, puis haut gradé français devant les députés de la commission de la défense, déclare « L'armée doit être prête à un choc dans 3-4 ans face à la Russie, qui peut être tentée de poursuivre la guerre sur notre continent. » Et enfin, le tour ne serait pas complet si je ne disais pas un mot de la déclaration du ministre belge de la Défense. « Nous effacerons Moscou de la carte », dit cela dans un entretien au quotidien De Morgen, soulignant la solidarité totale de la Belgique au sein de l'OTAN. On peut relativiser et considérer que tout ce beau monde aime en gros rouler des mécaniques, ni plus ni moins. En France, l'effet financier de cette déclaration n'est autre que la loi de programmation militaire qui prévoit 413 milliards d'euros pour la période 2024 à 2030. 3 milliards ont été ajoutés cette année, 6 milliards supplémentaires seront ajoutés au budget de la guerre l'année prochaine. Parallèlement, le plan européen qui se nomme « Réarmer l'Europe » est doté de 800 milliards d'euros, soutenu par le gouvernement français, Macron et Lecornu, soit dit en passant, Premier ministre et ex-ministre de la guerre, qui est donc relativement intéressé par sa pratique à ce que les milliards soient attribués vers son ancien ministère. Toutes les déclarations des uns et des autres sont suivies d'effets. Si en France, l'effet est financier, comme en Europe d'ailleurs, au Danemark, l'effet est politique. Mette Frederiksen, première ministre de gauche du Danemark, n'a pas remis en cause le service militaire obligatoire pour les jeunes hommes, mais l'a imposé pour les femmes depuis le 1er juillet 2025, en le passant de 4 à 11 mois. En Allemagne, la décision, comme conséquence des déclarations des responsables allemands, est également politique. Le gouvernement de Friedrich Merz et son ministre de la Défense Boris Pistorius rendent le service militaire obligatoire pour la jeunesse et déclarent que l'armée allemande est prête à tuer des soldats russes, ni plus ni moins. Quant au Royaume-Uni, l'effet, lui, est matériel. Keir Starmer, Premier ministre de gauche, lance un grand plan de réarmement de la Grande-Bretagne de 15 milliards de livres sterling pour moderniser son arsenal et, je cite, se préparer aux menaces. Ce plan comprend la construction de sous-marins, de nouvelles usines de munitions et des investissements dans le système de défense antimissile. En Espagne, le 26 mars dernier, Pedro Sánchez, Premier ministre de gauche, annonce un plan pour renforcer l'industrie militaire, porter les dépenses à 2% du produit intérieur brut espagnol d'ici à 2029 contre 1,28 en 2024 et recruter 14 000 soldats d'ici 2035, 7 000 devant être intégrés avant 2029 pour se plier aux exigences de Trump et de l'OTAN. Retour à la France.
Macron veut montrer l'exemple. Il se donne l'air de premier de la classe. Alors, concrètement, 3000 militaires français venus avec 6500 tonnes de matériel, 600 véhicules, une dizaine de chars Leclerc, des canons César, acheminés par cargo et train, se sont retrouvés avec 2000 soldats de 13 pays de l'OTAN le 13 novembre à une opération militaire de grande ampleur en Roumanie et en Bulgarie. Dans le même pays, d'ailleurs à Bucarest, les 5 et 6 novembre, 800 entreprises industrielles de la guerre ont participé à ce qui se nomme le NATO Industry Forum. À ce sujet, l'amiral Pierre Vendier, le plus haut gradé français dans la hiérarchie de l'OTAN, précise: il va falloir revoir les processus d'acquisition qui se sont progressivement ankylosés de normes, d'aversion au risque, de goût immodéré pour la complexité. C'est notamment en Europe la question des normes environnementales, sociales et de gouvernance sur lesquelles il va bien falloir revenir. En d'autres termes, ce qu'il nous dit, c'est que la marche à la guerre exige la remise en cause de toutes les normes et garanties, en particulier des garanties sociales concernant les travailleurs, les conditions de travail des salariés. Quelques jours plus tôt, fin octobre, le général d'armée Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie nationale, donc, décrit devant les députés et les sénateurs le rôle de la gendarmerie dans ce contexte. Alors écoutez bien, parce que cela nous concerne tous comme simples citoyens. Si nous avons un engagement majeur à l'Est, par exemple, je pense que ça ne se passera pas sans agitation sur le territoire national, dit-il. Il évoque la possibilité de manifestations. Je ne suis pas sûr que tous nos concitoyens soient favorables à ce type d'engagement, précise-t-il. Je pense qu'on pourra avoir de l'agitation. Par exemple, si on fait transiter par la France du matériel sensible dans le cadre d'un engagement, il faut couvrir les territoires avec des moyens. Ça, c'est le rôle de la gendarmerie nationale. Eh bien, après les événements de Sainte-Soline, où, grâce aux caméras embarquées sur les gendarmes eux-mêmes, on a vu les violences dont ont été victimes certains manifestants, des gendarmes, un certain nombre de gendarmes décidant de tirer à vue pour blesser, pour estropier, pour mutiler, même pour tuer, d'ailleurs, ça laisse prévoir ce que pourrait être la réaction de la gendarmerie sur l'ordre de maintenir le calme sur le territoire face à des manifestants qui s'opposeraient au transit des armes et qui s'opposeraient à la guerre. Pourquoi une telle frénésie guerrière de tous les côtés? Tout ce beau monde répond en fait aux exigences de Donald Trump. Son slogan à Trump, c'est « American First » et son but, c'est défendre les intérêts des secteurs dominants du capital financier américain. Contrairement au discours officiel, Trump n'est pas un fou qui ferait à peu près n'importe quoi. Par rapport à ses prédécesseurs, il adopte globalement la même politique. La seule différence, c'est qu'il change d'échelle et il modifie la méthode. Il n'organise pas de deal, il utilise la force, il multiplie les menaces diplomatiques, puis si nécessaire militaires. Rappelez-vous, il y a eu le Groenland, le Canada, le Panama, qui n'ont pas été des accès de folie, mais la volonté de s'approprier ce qui est utile aux États-Unis à travers le monde. Il impose ses droits de douane, notamment. Il se paie sur la bête, comme on dit communément. Par exemple, en Ukraine, il décide de s'octroyer l'ensemble des minerais et des terres rares qui peuvent exister en Ukraine. C'est la fameuse séquence du bureau ovale où on le voit avec Zelensky dans ce truc qui semble absolument irréaliste. Il décide de se payer sur Gaza. Alors rappelez-vous, il y a une vidéo qui circule avec le projet, au début on croyait que c'était un gag, pas du tout, c'était réel, avec le projet de la construction d'un grand Gaza sur mer, d'une station balnéaire destinée aux plus riches de la planète, riches américains notamment, avec en plus un intérêt direct pour Trump lui-même, car Trump est un homme de l'immobilier, et qui dit Gaza sur mer, dit forte construction, dit donc beaucoup d'argent en circulation, beaucoup d'argent à faire, et aucun doute, l'homme serait sans doute avec son nom et ses entreprises sur le créneau. Profitant de l'invasion de Poutine de l'Ukraine, les États-Unis exportent en Europe le GNL, issu essentiellement du gaz de schiste, à un coût absolument prohibitif, ce qui fragilise encore plus l'industrie européenne et multiplie dans chaque pays les plans sociaux. Il lorgne sur le marché de la reconstruction, une fois la guerre assumée. D'ailleurs, c'est un peu comme tous les pays, comme la France aussi. Le problème, c'est que lui, il lorgne
à une autre échelle. Aujourd'hui, son ennemi principal, à Trump, eh bien, c'est la Chine. Le capital américain doit se concentrer sur la préparation d'une confrontation commerciale, politique, économique et militaire avec la Chine. La bourgeoisie américaine estime en effet inconcevable que lui échappe l'économie chinoise. Toute la stratégie de Trump est guidée par cet objectif. Ainsi, sa politique avec les Russes est faite de revirements à 180 degrés. D'abord, il tente de dissocier la Russie de la Chine, son principal importateur de pétrole, ce qui aurait permis de fragiliser Moscou et de l'affaiblir. Il y a peu encore, il faisait miroiter à Moscou un partenariat économique, de juteux investissements russo-américains. En passant un accord avec la Russie, il se donnait donc les moyens de concentrer ses efforts sur la Chine. Et puis le 3 septembre, la direction chinoise lui donne le pion. Rappelez-vous, c'est la grande parade sur la place Tiananmen, grande parade militaire, grande démonstration de force, et l'invité de marque, eh bien c'est Poutine. À partir de là, revirement à 180 degrés de Trump, qui décide la rupture avec Poutine à nouveau et avec la Russie. Enfin, dernièrement, c'est la douche froide pour Zelensky, nouveau revirement de Trump, notamment sur la livraison d'armes, le tout derrière des menaces réciproques de reprise des essais nucléaires. En réalité, Donald Trump se croit gagnant et se considère gagnant sur au moins 3 points. Premièrement, la guerre en Ukraine a renforcé la position de l'industrie militaire des États-Unis sur le marché mondial. Deuxièmement, Zelensky a cédé les richesses minières, comme je l'ai dit, minérales de l'Ukraine aux entreprises américaines. Puis enfin, troisièmement, la poursuite de la guerre en Ukraine ne coûtera plus $1 à Washington, puisqu'il a été établi que c'était l'Union européenne qui subirait la charge financière. Comme le dit d'ailleurs le général Grynkevich, chef des armées de l'OTAN en Europe, Washington a demandé aux Européens d'en faire davantage, tout simplement parce que la Chine et la région Pacifique constituent aujourd'hui une menace militaire réelle et que nous n'avons pas les moyens de tout faire. Pour comprendre ce qui se passe dans ce contexte, nous assistions à une confrontation qui met aux prises différents impérialismes, ce qui porte d'ailleurs un coup aux partisans des BRICS, qui voyaient ou qui voulaient voir une alternative au capitalisme dans ce regroupement d'une dizaine de pays, donc que l'on appelle les BRICS. Les lignes d'affrontement entre USA et la Chine, un des principaux composants des BRICS donc, ne sont pas idéologiques, mais elles sont bien matérielles. Il s'agit de l'accès aux ressources naturelles, gaz, pétrole et métaux rares. Pour les Américains, les conflits économiques ou militaires visent à affaiblir l'adversaire, à s'affirmer comme puissance dominante, comme impérialisme réduisant les autres États sous leur domination et dépendance politique et économique. Tout impérialisme, quelle qu'en soit l'origine, est la prédation massive des ressources naturelles comme humaines d'un autre pays et ne peut être que combattu dès lors que l'on revendique le droit à l'autodétermination des peuples. L'impérialisme américain, quasi hégémonique grâce à la puissance du dollar depuis la fin de la Première Guerre mondiale, s'est distingué par son interventionnisme économique et militaire dans un certain nombre de régions du monde. À travers des coups d'État, par exemple. C'est le Guatemala, le Congo, la République dominicaine, le Vietnam, le Brésil, le Chili, l'Iran, etc. À travers des engagements militaires directs, la Corée, le Vietnam, Panama, Irak, Yougoslavie, Afghanistan, etc. Aujourd'hui, visiblement, avant la Chine, c'est le Venezuela qui concentre l'attention de Donald Trump depuis quelques mois maintenant, car le Venezuela eh bien, sont des ressources pétrolières importantes. Soit dit en passant, Trump est de ce point de vue assez aidé par le personnel politique vénézuélien, Chavez hier, Maduro aujourd'hui, dont on connaît le caractère démocratique, et c'est précisément au nom de la démocratie que Trump pourrait tenter de couvrir une intervention militaire guidée par de simples intérêts matériels. Depuis 20 ans, l'influence américaine est en baisse, influence économique et géopolitique, ainsi que l'accès aux ressources naturelles, d'où sa nouvelle stratégie, l'affaiblissement de la Chine. C'est ainsi d'ailleurs que peuvent se comprendre l'ensemble des opérations sur les droits de douane dont les Européens sont une victime collatérale. La Chine devient donc l'ennemi principal, tant économiquement que militairement. Elle a su étendre son influence dans beaucoup de pays,
du Sud global, en Asie, en Afrique et en Amérique centrale. L'enjeu, ce sont là aussi les ressources naturelles. Nous avons ainsi deux impérialismes qui se confrontent, mais deux impérialismes de nature différente. La Chine est en effet aussi une puissance impérialiste, c'est un capitalisme d'État, ce qui est l'idéal pour le capitalisme, parce que fondamentalement c'est quoi? C'est donc la discipline du parti face à une économie qui est celle que nous connaissons. C'est l'idéal pour les capitalistes. Dans sa zone d'influence, cet impérialisme est un impérialisme d'exportation de capitaux, d'investissement, de prêts à faible taux d'intérêt, de construction d'infrastructures, comme cela se fait en Afrique ou encore en Europe. Tiens, en Europe avec le port du Pirée par exemple. Moi, au moment de la crise financière, j'étais allé en Grèce pour faire un documentaire. J'avais rencontré un certain nombre de gens, notamment dans le port du Pirée, et j'avais réalisé que c'était les Chinois qui s'étaient emparés du port du Pirée qui était en crise, et donc de Chinois vous n'en voyez pas d'ailleurs sur place, hein, pas beaucoup. Hein. Ils doivent être dans quelques bureaux de direction, encore sans doute pas dans le port du Pirée, mais peut-être à Pékin ou ailleurs. Enfin bref, ce sont eux qui dirigent, et avec à la chinoise, c'est-à-dire que visiblement, ce qui restait des syndicats grecs, expliquait que ça ne plaisantait pas. La compétition entre Chine et États-Unis va sans doute s'intensifier. L'explosion des dépenses militaires, 2240 milliards de dollars en 2022, 2700 en 2024, et une augmentation qui est prévue de façon permanente et continuelle, avec des sanctions prises en dehors de tout droit international, témoigne de l'emballement des tensions. Abordons maintenant la cause première des guerres, ou encore la relation, le rapport qui existe entre capitalisme et affrontement guerrier. Le capitalisme cherche toujours à maintenir son hégémonie et ses intérêts en toutes circonstances. Quand la situation est stable, eh bien, il se satisfait de la démocratie bourgeoise, dirons-nous. Enfin bref, la démocratie que nous connaissons, qui n'a de démocratique souvent que non. Parce que, en 2005, par exemple, les Français ont voté non au référendum européen. En 2007, au nom de la démocratie, il leur a été imposé par députés et sénateurs réunis au Congrès de Versailles contre l'avis des Français et le vote souverain des Français. Donc on peut faire mieux. Et puis la démocratie, c'est avec les institutions de la Ve République, l'article 49.3, lorsqu'il faut faire passer une loi que les Français ne veulent pas, que les députés, notamment, ne veulent pas majoritairement, ou alors ce sont les ordonnances, ou alors ce sont les fameuses commissions mixtes paritaires, Sénat, Assemblée nationale, où députés et sénateurs désignés font leur petite tambouille, et on arrive en réalité à imposer globalement ce que veut le système contre l'avis majoritaire des citoyens. Bien, jusque-là, lorsqu'il y avait une menace interne, les capitalistes voyaient le fascisme comme solution pour mater les organisations ouvrières. Aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. L'Union européenne a fait le travail avec la Confédération syndicale européenne. Les syndicats ont perdu globalement leur indépendance, ils ont un financement qui est dirigé, et donc, globalement, les capitalistes n'ont plus grand souci à se faire. Alors ça, c'est au niveau local, mais au niveau intérieur, mais au niveau international, donc, c'est la guerre qui peut être une solution lorsqu'il n'y en a pas d'autre. Et la guerre, les capitalistes la sèment comme la nuée l'orage. C'est ce que disait Jean Jaurès à la veille de son assassinat au Café des Deux Croissants à Paris. Et dans l'histoire, la parole de Jaurès s'est malheureusement vérifiée. On pourra ajouter que le capital se sert de son aile politique la plus autoritaire pour préserver ses privilèges. Prenons l'histoire pour aborder le lien capitalisme-guerre et la soumission du capital, donc, à son bras armé. C'est par exemple le patronat italien de la Confindustria qui a poussé le roi Victor Emmanuel III à nommer Mussolini Premier ministre en 1922. C'est le patronat allemand qui signe un pacte faustien avec Hitler en mars 1933 pour que tout ce qui structure et organise les travailleurs allemands, partis, syndicats, soit annihilé au profit d'une politique de collaboration de classe, comme l'organisation de masse, le Front allemand du travail, où travailleurs et patrons travaillent ensemble. C'est Hugo Boss qui habille les SS. Dans les usines comme celle de BMW, qui employait plus de 50 000 travailleurs forcés jusque dans les camps de la mort, comme à Auschwitz, où les patrons allemands louaient les juifs aux nazis comme main-d'œuvre corvéable, à mort, avant leur crémation dans les fours de l'industriel Topf & Sonne. Le patron du groupe Krupp, industriel, fabricant de canons, père de la grosse Bertha, sera ministre de la production d'armement du Troisième Reich. Quant au patronat français, il n'est pas en reste.
collaborationniste, antisémite, s'accommodant très bien de Vichy et du nazisme. Eh bien, on peut citer des cas connus comme Renault, Coco Chanel, Louis Vuitton ou encore L'Oréal. Plus tard, la loi d'histoire se répète, c'est le patronat chilien qui, associé à l'impérialisme américain, soutient la finance, la déstabilisation du régime Allende en 1973 et applaudit la dictature sauvage de Pinochet. Pinochet d'ailleurs qui aura le soutien ouvert de Thatcher et de Reagan, qui sont à l'époque les porte-drapeaux du capitalisme mondialisé. Aujourd'hui, les banques se frottent les mains, ces institutions essentielles du capitalisme mondialisé, qui, par exemple, dans un communiqué du 2 septembre à travers le groupe BPCE, ce groupe annonce qu'il est la première institution financière en Europe à émettre une obligation dédiée au secteur de la défense. Ce groupe était le premier à émettre des titres d'un montant de 750 millions d'euros à échéance de 5 ans, afin de lever des fonds pour financer des actifs du secteur de la défense. Son directeur général annonce: le groupe BPCE réaffirme son engagement dans ce domaine stratégique essentiel pour la souveraineté nationale européenne, ainsi que sa qualité de pionnier sur le marché. En résumé, la guerre est aujourd'hui un marché porteur, c'est un marché d'avenir. Les banques, donc, investissent pour avoir retour sur investissement. Mais attention, les lois de la guerre ne doivent pas s'opposer aux lois du capitalisme. Les banques ne sont pas d'accord pour que soit portée atteinte à la propriété privée. Exemple amusant, la question russe à nouveau. Trump a décidé de faire payer la guerre en Ukraine aux Européens. Comment? Alors, 235 milliards d'euros appartenant à la Banque centrale de Russie à des oligarques russes, déposés dans les banques européennes, ont été gelés au début de la guerre en février 2022. Dans le sommet de Copenhague le 1er octobre, la présidente de la Commission européenne von der Leyen et le chancelier allemand Merz voulaient que ces avoirs gelés soient utilisés, eh bien précisément pour financer la guerre contre les Russes. Eh bien, ils ont été mis en minorité. De nombreux gouvernements se sont indignés. Enfin, réquisitionner ces avoirs porterait atteinte à la crédibilité des banques européennes, ont-ils dit. Donc il n'en est pas question. C'est le journal Ouest France, du 3 octobre, qui vend la mèche. L'Europe doit rester une place financière sûre. Sinon, d'autres pays dans le monde qui ont aussi des avoirs en Europe pourraient être tentés de les placer ailleurs. La politique américaine vient de loin, je l'ai déjà dit, Trump n'a rien inventé, il a durci, il a changé de méthode, une politique qui existait avant. En 2014, 28 États membres présents au sommet de l'OTAN, sous la présidence américaine de Obama, démocrate vanté alors par tout ce que nous avons de woke sur la planète et notamment en France, puisque Obama, président américain, noir, par définition, ne pouvait pas être pro-guerre et ne pouvait pas être un belliciste. Eh bien, pourtant, ces pays, sous sa présidence, se sont engagés à consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires d'ici 2024. Alors, les budgets militaires français sont intéressants parce que voilà leur évolution. Je vais donner quelques chiffres et ça permet à nouveau de voir la courbe. En 2018, 34,4 milliards d'euros sont attribués au budget de guerre. En 2024, 47,2. En 2025, 50,5. Et la suite prévue donne en 2026, 53,7. En 2027, 56,9. En 2028, 60,4. En 2029, 63,9. Et en 2030, 67,4. Eh bien, vous avouerez tout de même que ces chiffres sont assez cocasses dans la période notamment actuelle où il est question de budget et de savoir comment on va rogner sur tout ce dont les Français ont besoin pour précisément alimenter ces chiffres-là, c'est-à-dire ce budget militaire, ce budget de guerre. L'Union européenne a dépensé en 2025 380 milliards d'euros, selon l'Agence européenne de défense, et nous ne nous arrêterons pas là, dit l'Union européenne. Trump a donné les consignes, il faut augmenter les dépenses militaires. Les États de l'Union, presque tous membres de l'OTAN, ont accepté la consigne de Trump, portée à hauteur de 5% de leur produit intérieur brut, leurs dépenses militaires. Pour cela, eh bien, il faudra plus que doubler les dépenses considérables qui sont d'ores et déjà les dépenses actuelles. En 2023, les 100 plus puissantes entreprises d'armement ont réalisé 600 milliards d'euros de bénéfices. Rheinmetall, par exemple, fournisseur de missiles et de chars sur les champs de bataille ukrainiens, a vu ses bénéfices augmenter de 10%. En France, eh bien, la revue nationale 2025, Stratégie 2025, annonce
Les budgets devront être augmentés pour accélérer le réarmement de la France. Cette déclaration vient précisément après l'augmentation par Macron de 40% du budget militaire à travers, comme je l'ai déjà dit, la loi de programmation militaire 2024-2030 qui porte ce budget à 413 milliards d'euros. Il en faut donc plus. Côté américain, ce sont surtout les symboles qui comptent. Avec Trump, il faut s'attendre à des déclarations aussi tonitruantes les unes que les autres. En 2024, les dépenses américaines s'élevaient à 997 milliards de dollars. Trump annonce sa volonté, alors, de rebaptiser le ministère de la Défense en ministère de la Guerre. Le 25 août, il déclarait « On appelait autrefois le département de la Défense le département de la Guerre, et ça sonnait plus fort. La défense, c'est trop défensive. Nous voulons être défensifs, mais aussi offensifs. » Son état d'esprit, il le dit en complétant « Nous avons gagné la Première Guerre mondiale. Nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale. Nous avons tout gagné. » Il va pas plus loin, mais sous-entendu tout de même, si ça revient sur le tapis, eh bien nous gagnerons à nouveau. Les préparatifs, d'ailleurs, se précisent. Trump vient de s'adresser aux talibans. Si l'Afghanistan ne rend pas la base aérienne de Mangroom à ceux qui l'ont construite, les États-Unis d'Amérique, alors vous aurez de graves problèmes. Cette base se trouve, comme par hasard, à 1 heure de vol de la frontière chinoise. Dernièrement, le secrétaire de la Défense, Pete Hegseth, rebaptisé donc secrétaire à la guerre, a convoqué des centaines de généraux et d'amiraux de l'armée américaine en poste aux quatre coins du monde sur la base des Marines de Quantico. L'ordre du jour a été tenu secret. En Russie, les dépenses militaires s'élèvent à 149 milliards de dollars en 2024, soit plus de 7% du produit intérieur brut. Depuis 2022, l'industrie militaire est le principal contributeur du PIB russe. Le déficit du budget de la Fédération de Russie au premier semestre 2025 a atteint 4 950 milliards de roubles, environ 40 milliards d'euros. Eh bien, ce chiffre est à mettre en comparaison avec l'excédent de 126,1 milliards de roubles d'il y a un an seulement. L'industrie de guerre russe connaît un bond. Multiplication par 14 de la production de munitions. Multiplication par 4 de la production de drones. Multiplication par 3,5 de la production de véhicules blindés. L'essentiel de l'économie du pays repose et tourne donc sur la production d'armement. Dans le même temps, les systèmes de santé et d'éducation, comme on peut l'imaginer, se dégradent rapidement. Au premier trimestre 2025, 8,1% de la population russe vivait officiellement sous le seuil de pauvreté, mais le pays comptait tout de même un nombre record de 146 milliardaires en dollars. Les milliardaires, d'ailleurs, sont, quelle que soit leur nationalité, tout à fait indécrottables. Vous vous rappelez, il y a quelques années, je crois que, je ne sais pas si c'est Pinault, Arnaud ou un autre milliardaire français, qui mariait sa fille en grande pompe. On a vu sur toutes les chaînes de télévision le champagne couler à flot et tous les grands de ce monde réunis dans un château, dans des soirées, en tous les cas certainement très onéreuses. Eh bien, là, en Russie, c'est le mariage du fils de Igor Altushkin, un oligarque russe qui règne sur les mines de cuivre, qui a défrayé la chronique. Ce mariage a coûté la somme de 100 millions de roubles, soit 1 million d'euros. On imagine l'effet que cela a eu sur la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et qui a augmenté de façon considérable dans les derniers mois et les dernières années. En Ukraine maintenant, l'économie d'armement représente 34% du PIB. C'est-à-dire que pratiquement tout tourne, un tant soit peu, autour de l'économie d'armement. En Chine, 314 milliards de dollars en 2024 sont consacrés à la guerre, soit 1,7% du PIB. Alors encore un mot sur la France. Le 4 septembre, Macron accueille à l'Élysée 35 chefs d'État de ce qui a été baptisé la coalition des volontaires. Le communiqué final, qui est assez long, je vais vous en donner un extrait. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer et dans les airs, le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix, nous dit donc ce communiqué final. On apprend d'ailleurs que les fers de lance de cette opération sont les Français, les Britanniques et les Estoniens. Mais il faut bien mesurer ce que cela signifie, parce que un cessez-le-feu ou une paix partielle signée
après les années passées de conflit entre l'Ukraine et la Russie, ne peuvent pas se passer bien. Et il y aura obligatoirement des écarts, et avoir des troupes impliquées dans ces écarts et donc dans de nouveaux affrontements, on voit à peu près les conséquences que cela aurait sur la paix en général, sur la paix en Europe et sur la paix en France. Il y a dans ce contexte un nouveau marché qui s'ouvre aux capitalistes sur lequel ils ne sont pas indifférents. C'est le marché des drones. La guerre, ça doit rapporter avant, pendant et après. Aujourd'hui, un nouveau marché s'ouvre donc dans l'économie d'armement. Il y a une série de provocations et de déclarations. Vous vous rappelez, ce sont les drones qui survolent l'espace aérien de la Pologne, de la Roumanie, du Danemark, même la France, avec la base militaire de Mourmelon. L'escalade est organisée, ce qui permet d'ailleurs et à l'OTAN d'un côté et à la Russie de l'autre de déverser des milliards de dollars ou de roubles dans ce nouveau marché, dans ces budgets de guerre, à travers la recherche de drones. L'OTAN, d'ailleurs, met le paquet. Le Portugal vient d'accueillir des exercices avec des titres d'ordre du jour absolument poétiques. Et on verra les effets ensuite de ce qu'ils représentent en réalité. L'ordre du jour, c'est donc des opérations en essaim, ou encore le brouillage des drones ennemis. 2000 startups participent à cette opération. Le marché juteux. Zelensky a d'ailleurs déclaré que dans les drones russes, des milliers de composants fournis par des entreprises américaines, allemandes et japonaises avaient été détectés. Le 14 octobre 2024, l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, faisait une déclaration. Alors regardez bien les dates. En 24 donc, il déclare « Les drones kamikazes, aussi appelés drones suicides, sont conçus pour voler au-dessus d'un champ de bataille, repérer les cibles potentielles, puis plonger sur elles pour les détruire à l'aide d'explosifs embarqués. » En juin 21, soit 3 ou 4 ans avant, le chef des états-majors des armées françaises déclarait devant l'Assemblée nationale « Ces drones ne sont pas acceptables d'un point de vue éthique. » Bon, alors l'IFRI continue. Et l'IFRI, donc, déclare, 4 ans plus tard, leur utilisation sur les champs de bataille est d'une banalité confondante. L'armée ukrainienne achète des drones commerciaux bon marché par milliers sur Internet, les bricole, parfois grâce à des imprimantes 3D, afin qu'ils emportent des charges explosives. L'armée russe lance quotidiennement des drones Shahed iraniens et leurs 40 kg d'explosifs sur les grandes villes ukrainiennes. Les drones miniatures israéliens sont capables de se mettre en mode embuscade pour frapper Gaza ou en Cisjordanie, vantent leurs constructeurs. Voilà l'argument de vente de ces drones miniatures israéliens. Quant à la France, elle veut désormais rattraper son retard et compte consacrer 5 milliards d'euros au développement de ces drones et robots d'ici à 2030. La loi de programmation militaire indique « Les drones kamikazes apporteront performance, précision et létalité avec un rapport coût-efficacité favorable. » Bref, le mérite donc de ces drones, eh bien, c'est de provoquer la mort avec une grande efficacité, on ne peut être plus qu'air. Les spécialistes expliquent que ce marché des drones sera multiplié par 3 d'ici à 2032. Il y a un consensus général sur ces politiques. Et c'est sans doute, à mon sens, une des choses les plus troublantes et les plus navrantes. En 1914, l'assassinat de Jaurès indiquait un tournant. Il sanctionnait la bascule de la Deuxième Internationale, qui a regroupé les partis socialistes de masse, entendant par là de vrais partis socialistes, de vrais partis ouvriers, de vrais partis de masse, et ces partis allaient basculer dans le camp de la guerre, du soutien aux différentes bourgeoisies nationales. Il y avait en fait deux possibilités. Soit ces partis socialistes de masse, tous membres de la Deuxième Internationale, décidaient d'un commun accord de s'adresser à leur propre peuple, pour leur demander de s'opposer à leurs bourgeoisies respectives afin d'éviter la guerre, soit ils décidaient, et c'est ce qui a été fait, de soutenir leurs bourgeoisies respectives et de s'engager dans ce qui aura été la grande bûcherie de 14-18. Dans les écoles de formation, nul n'échappe à cette leçon, tout le monde est au courant. Et pourtant, le consensus est général aujourd'hui. Les députés socialistes, Verts et France Insoumise au Parlement européen ont voté à l'unanimité une résolution le 1er mars 2022 qui demande en substance aux États membres d'augmenter leurs dépenses en matière de défense. Les députés PCF, en 2022, ont voté pour une résolution sur l'Ukraine qui affirme, en substance, nous soutenons toujours les livraisons d'armes et nous demandons au gouvernement de les poursuivre. Ce consensus est félicité par le ministre des Armées devant le MEDEF, le 28 août dernier. Au Parlement en France,
Le rapport sur la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, qui a été publié le 30 septembre et dont j'ai déjà dit qu'il concernait 413 milliards d'euros accordés au budget de la guerre jusqu'en 2030 sur les exigences de l'OTAN. Eh bien, ce rapport se félicite du renforcement de 26 500 nouvelles recrues dans les effectifs de l'armée, se félicite de la hausse de la réserve opérationnelle qui veut un renfort en cas d'opération à l'étranger, et appelle à une actualisation législative de la loi de programmation militaire pour faire entrer plus vite la France en préparation à l'économie de guerre et se donner les moyens financiers et réglementaires de recruter plus massivement. Les rapporteurs invitent le gouvernement à se donner les moyens de tenir le calendrier prévu de livraison d'équipements militaires. Eh bien, voyez-vous, ces rapporteurs, ce sont le député macronien Yannick Chenevard et le socialiste Sébastien Saint-Pasteur. C'est donc un rapport transparti qui veille à ce que les exigences de l'OTAN soient minutieusement respectées. Lors du débat de la Commission parlementaire de la Défense nationale sur la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, le député France Insoumise Arnaud Saint-Martin a regretté l'insincérité de cette programmation qui n'a pas tenu compte de façon exhaustive des besoins réels des armées, demandant à corriger le tir pour assurer le moyen terme les nouveaux investissements promis. Les députés LFI ont voté à 32 reprises au Parlement européen des résolutions invitant à livrer toujours plus d'armes et la députée LFI Sofia Chikirou se déclare le 12 mars dernier favorable, je cite, à l'envoi de troupes françaises en Ukraine sous l'égide de l'ONU. Le 8 septembre, lors du débat à l'Assemblée nationale sur la question du budget, pas un mot sur la guerre. Pourtant, le budget y est directement lié, puisque les 44 milliards qu'il s'agit de trouver sur les besoins des Français, en rognant sur l'ensemble de ces besoins, ces 44 milliards de coupes doivent financer l'économie de guerre en Ukraine. Le 12 mars à l'Assemblée nationale, les représentants de tous les partis tiennent à indiquer qu'ils se situent tous, je cite, dans le cadre de la défense nationale. Ainsi, Michel Tabarot, républicain, déclare « Nous soutenons l'augmentation de notre budget de défense ». Damien Girard, écologiste, lui, déclare « Nous devons renforcer la capacité militaire, adapter notre outil de défense sur une nouvelle menace et investir davantage dans notre armée. Cela implique d'augmenter notre budget de la défense et de garantir une visibilité à notre industrie de défense. » Décidément, pour cet écologiste, ce qui est d'ores et déjà attribué ne suffit pas. Enfin, Sofia Chikirou, France Insoumise, rappelle qu'elle est favorable à l'envoi en Ukraine d'une force d'interposition intégrant des Français sous l'égide de l'ONU. Cela n'empêche pas, comme vous aurez pu le constater, tout ce beau monde de condamner la guerre et de s'y dire opposé dans les meetings, notamment en période de campagne électorale. Alors, la guerre a des conséquences immédiates, avant, pendant et après. Avant, c'est donc l'économie de guerre. Eh bien, l'économie de guerre, c'est la discussion actuelle sur le budget. On ne comprend plus très bien d'ailleurs ce qu'ils décident concrètement entre l'Assemblée nationale, le Sénat et tout. Tous les jours ça change, mais on comprend quand même qu'il y a une ligne directrice. Il faut rogner sur les besoins des Français, rogner sur tous ces besoins pour tirer au plus vite les 40 milliards qui doivent aller au budget de guerre. Bien. Alors, si ça peut bouger dans les détails, cette trajectoire et cette orientation sont inchangées. Il a été question de la fin de réduction des impôts pour frais de scolarité, de la coupe des chèques vacances, tickets restaurants et chèques emploi-service universel CESU, du resserrement des conditions d'accès aux divers aides au logement, APL ou allocation logement social. Il est question, et on peut le dire, nous, des files d'étudiants qui cherchent, notamment dans les distributions de nourriture, à pouvoir se nourrir tout en faisant leurs études, car les étudiants, aujourd'hui, n'en ont pas les moyens. Il est question aussi de la prostitution étudiante, qui est de plus en plus massive, car les étudiants, à nouveau, sont pour certains et certaines amenés à se prostituer pour pouvoir se nourrir en faisant leurs études. C'est plus généralement la sécurité sociale, la retraite, les soins, les restes à charge, les frais médicaux de toutes sortes et les ALD qui sont remises en question. C'est l'éducation, avec un saccage organisé, notamment par le manque de postes ou par la vétusté des locaux. Ce sont les services publics en général, avec la suppression de milliers de postes de fonctionnaires. Oui, supprimer, mais où? Alors allons-y, un peu partout, pourquoi pas? Enseignement, santé, flics, magistrature, j'en passe et des meilleurs.
En plus des questions matérielles, il y a le concret. Le service national universel, peut-être pour diriger sous l'uniforme des étudiants qui n'ont pas les moyens d'aller jusqu'au bout dans leur diplôme et de suivre leurs études. Et puis, est-ce avoir un mauvais esprit de mettre cette politique en relation avec Parcoursup, qui est un échec total pour l'orientation du milieu universitaire et des étudiants, histoire de permettre aux étudiants qui ne peuvent obtenir la filière qu'ils désirent pour leur formation, et bien de trouver comme seul débouché à nouveau que l'uniforme et demain peut-être le champ de bataille. L'économie de guerre, ça a pour logique la guerre. Et la guerre, elle a des conséquences plus directes, plus précises. Le saccage des communautés et des vaincus, la torture, l'esclavage, le viol des civils, avec la mort, l'assassinat des civils, essentiellement des femmes et des enfants. Les crimes sexuels, donc, qui, en temps de guerre, ont augmenté de 50% pour les femmes et 35% pour les jeunes filles. La guerre, c'est aussi des trafics humains, de prostitution et d'esclavage, comme c'est le cas en Libye. Les femmes yézidis ont été la cible d'un génocide entre 2014 et 2017 par les troupes de Daesh. Je rappelle que l'État islamique, donc Daesh, dont les tribunaux autorisaient le viol à partir de l'âge de 9 ans. La guerre, c'est la destruction des infrastructures sanitaires. La guerre, ce sont les maladies sexuellement transmissibles. Ce sont les personnels de l'OMS, du Yémen à l'Ukraine, en passant par Gaza et une dizaine d'autres pays qui sont près de 500 attaques subies, plus de 1000 membres de leur personnel tués et de 400 blessés, et qui sont donc dénombrés dans 13 pays différents. La guerre, c'est l'accès à l'eau potable qui est atteinte. La guerre, c'est aussi un désastre écologique total. Annihiler l'environnement permet d'annihiler l'adversaire. Détruire les ressources naturelles pour affamer. La destruction de la nature est une arme de guerre contre l'article 55 de la Convention de Genève. Et puis alors, il y a l'après-guerre. L'après-guerre, c'est champagne pour les capitalistes. C'est la période de la reconstruction. C'est la période où la machine peut repartir, où le taux de profit peut se réaccumuler, où les privilèges peuvent se redistribuer. C'est bref, la période dans laquelle les capitalistes peuvent à nouveau faire leurs profits et leurs bénéfices. En conclusion, je voudrais aborder juste 2-3 points qui me semblent fondamentaux. Le premier, c'est dans les leçons. J'ai évoqué Jaurès qui disait « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». On aurait pu citer l'économie Keynes, qui avait théorisé l'économie de guerre comme le passage de l'abondance à la pénurie. Et puis Anatole France, qui parlait des dégâts de la guerre en disant « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». La question que je voudrais à ce stade me poser, c'est est-ce que la réponse à la guerre, c'est un pacifisme béat? Qu'aurions-nous fait par exemple durant la guerre d'Espagne? La question montre bien qu'il existe une différence entre l'opposition à la guerre et ce pacifisme naïf. Dès lors que l'enjeu fait appel à des valeurs universelles et concerne l'avenir immédiat de l'humanité, l'indifférence n'est pas de mise. Évidemment que l'engagement est une nécessité. Le refus de la guerre se définit comme un refus de la guerre impérialiste, de la guerre entre les peuples au profit des intérêts capitalistes. Alors, y a-t-il d'autres façons de combattre la marche à la guerre que de s'opposer au capitalisme qui la fomente sous tous ses aspects? Nous nous sentons légèrement démunis, isolés, parfois impuissants. Il faut bien le dire, face à cette énorme machine qui semble tout terrasser sur son chemin et à cette marche de l'histoire qui semble nous échapper. Pourtant, voyez-vous, je crois qu'on peut affirmer aujourd'hui que si nous le voulons et si nous nous donnons les moyens, l'avenir réellement nous appartient. Ça peut sembler un peu fou, après l'exposé que je viens de faire, que d'en terminer par là. Mais pourtant, regardez bien, nous opposer à la guerre revient à combattre, comme nous le pouvons, là où nous sommes, le capitalisme, pour tous ces effets nocifs qui provoquent et alimentent la guerre. Ainsi, partout où nous sommes, nous pouvons agir à notre échelle, unir nos forces pour défendre et gagner ou regagner tout ce qui est vital collectivement, individuellement. Ce qui est accaparé par les capitalistes pour les efforts de guerre. Alors, sur quoi pouvons-nous nous battre pour combattre la guerre? Pour regagner ce qui est vital? Ce qui est vital, c'est le travail. C'est le salaire menacé toujours par le capitalisme mortifère qui provoque les guerres. Ce qui est vital, eh bien, ce sont nos services publics, menacés chaque jour un peu plus pour permettre au capitalisme
de financer les guerres. Là, c'est l'école, avec les fermetures de classes. Là encore, c'est la santé, avec les fermetures de lits dans les hôpitaux. Là toujours, ce sont les transports supprimés ou totalement désorganisés. Là aussi, c'est la sécurité, la justice, le logement. Bref, partout les intérêts capitalistes s'opposent et agressent l'intérêt général. Partout. Avec la suppression des postes de fonctionnaires au nom des économies à réaliser, pardi. La suppression de postes des fonctionnaires, oui, mais où? Dans l'éducation? Dans la santé, dans les transports, dans la justice, dans la police, où? Partout. Ce qui est vital, c'est la sécurité, bien sûr. Et dans la sécurité, il y a la sécurité sociale. Les milliards qu'ils convoitent pour la guerre. La défense de la sécurité sociale, c'est le combat contre la guerre directement, contre les moyens qui doivent lui être donnés. C'est préserver ce qui est nécessaire aux citoyens. La sécurité sociale est remise en cause, comme je l'ai dit, mais 2 fois valent mieux qu'une. Le droit et la possibilité de se soigner, d'affronter la maladie, de vivre avec une affection de longue durée, de ne pas sombrer sous des restes à charge inassumables. La mascarade budgétaire qu'on nous répète chaque année, et qui prend parfois un tour pour le moins grotesque, donne un bon exemple du combat à mener contre le capitalisme générateur des guerres, contre la guerre elle-même donc, dès lors qu'il s'agit de prendre aux Français ce qui est vital pour l'assigner à la programmation militaire destinée à accumuler les moyens de destruction, de misère et de mort. Je ne développerai pas plus sur ce sujet, cela nous entraînerait bien loin dans la nuit. Je veux juste dire ici que nous pouvons agir en étant ensemble soudés sur des objectifs clairs et immédiatement saisissables, là où nous sommes, en agissant, exiger que ceux qui parlent en notre nom prennent clairement position, agissent et fassent de même. Voilà, je vous remercie, c'est terminé pour la soirée. Qui veut prendre la